Donc bonjour à tous. Vincent Picavet, je travaille chez Auslandia, on fait des systèmes d'information géographique open source. Alors je ne suis pas là pour vous présenter les outils open source de SIG, vous en connaissez certainement. Je vais revenir sur le thème de la collaboration et particulièrement donc de la collaboration dans le développement logiciel. En gros, c'est comment on fait pour faire un logiciel à plusieurs. Et quand je dis plusieurs, c'est pas 2, c'est pas 5, ça peut être des milliers de personnes en même temps. Donc d'abord, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est un logiciel, qui fait les logiciels. Ensuite, je parlerai de l'open source, des enjeux, et puis de la question de l'organisation et des outils qui sont les deux questions principales quand on parle de collaboration. Et puis un exemple concret sur comment on fait pour développer un logiciel. Et puis je prendrai l'exemple ici de QGIS, puisque c'est quelque chose que vous connaissez certainement. Donc qu'est-ce que c'est un logiciel? Si on simplifie de façon assez basique, ça va être principalement deux choses. Ça va être le code source et la documentation du logiciel, c'est-à-dire toutes les lignes de code là, que vous voyez un peu derrière, qui vont permettre de réaliser le programme qu'on va ensuite utiliser. Et puis la documentation, parce qu'un logiciel sans documentation, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc il y a aussi tout un travail d'écriture, et qui est également de l'écriture collaborative. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui va écrire le code? Qui est-ce qui va écrire la documentation? On a un certain nombre de types de gens qui vont participer. Ça va être des gens qui vont faire la conception du logiciel, des gens qui vont développer le logiciel, les codeurs barbus, des gens qui vont tester le logiciel également, c'est pas forcément les mêmes, des gens qui vont écrire la documentation, et puis, in fine, il y a également les utilisateurs qui font partie de toute la collaboration autour de la création du logiciel. Et quelque chose qui est particulièrement important dans l'open source. Alors qu'est-ce que c'est l'open source? Comment on doit caractériser l'open source? On peut extraire un certain nombre de caractéristiques qui sont particulièrement fortes et qui caractérisent donc le mouvement open source. La première, c'est certainement la transparence et l'ouverture. La transparence étant un petit peu différente de l'ouverture, mais les deux vont ensemble. Et c'est là qu'est la définition même au départ de l'open source. Et puis l'open source a également des caractéristiques qui font que la collaboration a des aspects particuliers. D'une part, c'est en général une collaboration qui est internationale. Elle va être distribuée sur l'ensemble de la planète, avec bien sûr des disparités régionales forcément, mais en tout cas, c'est généralisé sur l'ensemble de la planète. C'est quelque chose donc qui est distribué. On n'a pas un endroit particulier où on va faire le développement. On va être sur quelque chose également qui est asynchrone. Puisqu'on est distribué sur l'ensemble de la planète, on ne va pas travailler en même temps. On n'a pas les mêmes rythmes de travail ici qu'en Chine ou qu'en Australie, ni les mêmes horaires. Donc il y a une notion d'asynchronité. Je ne suis pas sûr que ça existe. D'asynchronicité peut-être. Allez, en tout cas c'est asynchrone. Les gens ne travaillent pas en même temps. On a également une hétérogénéité qui est importante. Donc on ne va pas avoir les mêmes typologies de personnes, on ne va pas avoir les mêmes typologies d'utilisateurs, de contexte technique, de contexte économique. Donc ça fait partie des composantes intrinsèques du mouvement open source également et du développement open source. Et puis c'est quelque chose qui est très large. On a des logiciels sur lesquels on peut avoir des dizaines, des centaines, des milliers de contributeurs qui écrivent des millions de lignes de code littéralement. Alors ça c'est le barbu, c'est Stallman qui a inventé l'open source, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire coproduire dans l'open source? Qu'est-ce que ça veut dire collaborer, créer un logiciel en commun? Il va y avoir plusieurs choses qui interviennent dans la coproduction. Tout d'abord, et c'est certainement la partie la plus importante, c'est la communication. On ne peut pas coproduire sans communication, sinon il y a juste concomitance, il n'y a pas d'objectif commun. Donc la communication, ça va être le moyen de s'assurer qu'on va dans la même direction et qu'on collabore plutôt que juste de travailler l'un à côté de l'autre. Coproduire pour le mouvement open source, ça veut également dire, justement sur cet aspect communication, qu'il y a une forte relation entre les développeurs et les utilisateurs. C'est une caractéristique assez importante de l'open source, où on a des développeurs qui sont très très proches des utilisateurs. Et la communication, elle se fait en permanence entre les utilisateurs et les développeurs. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Et puis il y a cette notion de travail commun, donc on va avoir un ensemble de composants, le code, la documentation, qui va être le travail qu'on effectue, qui va être le résultat du travail qu'on va effectuer et qu'on va effectuer en commun. Ce travail en commun-là, il faut qu'il soit également en cohérence. Donc toute ces efforts-là, il faut qu'ils aient un but, et il faut que ce but-là, il soit cohérent, il faut qu'il forme un tout qui soit identifiable et qui soit pertinent.
Donc, par ces différents aspects, on va assurer la cohérence, donc la communication, le travail en commun et en simultané va assurer la cohérence du logiciel. Pour ça, comment on va faire? Il y a la notion d'organisation qui est importante, et c'est souvent une des questions qu'on pose, comment c'est organisé l'open source? Alors, et qu'est-ce que c'est un projet open source? Il faut voir qu'il n'y a pas une organisation qui existe dans l'open source. Il y a plein de projets open source différents, et pour chaque projet, quasiment, il y a une organisation qui est spécifique. On peut faire émerger des structures organisationnelles un peu génériques qui correspondent à beaucoup de projets, qui sont en général une organisation qui est structurée en une direction de projet. On dit souvent dans l'open source, il n'y a pas de chef. C'est pas tout à fait vrai. Il y a en général une direction, il y a un ensemble de personnes qui vont avoir des droits un peu plus élevés que les autres et qui vont permettre d'inciter le développement, de diriger soit techniquement, soit organisationnellement, soit parfois juridiquement également, la direction du projet. C'est combien de personnes Alors ça peut varier suivant les projets. Ensuite, la structuration, c'est pour ça que derrière il y a structuration avec un S, c'est qu'il n'y a pas une seule structuration, même dans la direction du projet. Sur le projet QGIS, par exemple, le PSC, c'est une petite dizaine de personnes. C'est la même chose sur PostGIS. Sur le projet Linux, le noyau, la structuration est beaucoup plus complexe, puisqu'on va avoir une personne qui est Linus Torvald tout en haut, qui va diriger l'ensemble et qui va avoir des lieutenants qui vont eux-mêmes diriger des équipes, etc. Donc ça peut être très hiérarchisé. Ça peut être finalement très hiérarchisé ou très peu hiérarchisé. Ensuite, la direction du projet va avoir soit des prérogatives qui sont purement techniques, soit des prérogatives qui sont organisationnelles. C'est assez variable suivant les projets. Il ne faut pas se dire que tous les projets open source fonctionnent de la même façon. Donc il y a des structurations. Parmi les projets open source, puisqu'on est ici, on parle de Géomatique, on parle de SIG, il y a un certain nombre de projets qu'on peut regrouper, puisqu'ils font partie de l'OSGeo, qui est l'organisation internationale qui va chapeauter les projets open source en géomatique, avec le but de fournir une infrastructure et de fournir également des processus et une organisation qui permet de structurer toute la communauté open source en géomatique. Donc c'est une organisation à but non lucratif, équivalent loi 1901. Et dans les contraintes de l'OSGeo, pour qu'un projet soit reconnu comme étant un projet OSGeo, il y a des contraintes organisationnelles. Ce qu'on appelle le PSC, c'est le Project Steering Committee, qui doit être existant pour chaque projet, avec des contraintes comme par exemple il ne peut pas y avoir une majorité de personnes dans le comité de direction qui soient de la même entreprise. Il ne peut pas y avoir il y a un système de cooptation pour rentrer, il y a un certain nombre de contraintes organisationnelles assez fortes pour les postes de responsables qui permettent d'une part d'avoir un contact officiel par rapport au projet et ensuite qui permettent de garantir une pérennité du projet parce qu'on a une organisation qui est fixe et qui est connue et qui en plus a ces contraintes qui vont garantir la pérennité. Donc tous les projets qui rentrent dans l'OSGeo ont une structure organisationnelle qui est similaire. Donc ça c'est l'aspect organisationnel. Il y a l'aspect également outils qui est très important également. Comment ça se passe, quels sont les outils qu'on va utiliser pour collaborer dans un projet open source de façon concrète. Je vais vous montrer juste après un exemple de déroulé sur comment on contribue à QGIS. Mais avant, on va parler des différents outils. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés, chacun pour une utilisation, pour un cas d'usage spécifique. Il y a des wikis qui sont utilisés, qui font office de base de connaissances, donc qui vont être le regroupement d'informations qui sont déjà constituées et qui vont permettre de capitaliser et de garder un historique des choses qui sont importantes donc, et qui sont ouvertes à tous, bien sûr. Les wikis, n'importe qui peut modifier. L'outil le plus important, c'est la mailing list. C'est une liste de diffusion par mail, purement et simplement. Et en général, c'est là que se passe la communication de tous les projets. Donc, il y a une mailing list de QGIS User, par exemple, qui va regrouper tous les utilisateurs de QGIS, sur lesquels il doit y avoir une 50aine de mails par jour, qui est envoyé à tous les utilisateurs. Tout le monde peut répondre, c'est complètement ouvert. Et c'est là que se prennent la plupart des décisions par consensus, après discussion qui peuvent atteindre des nombre assez conséquent de messages. Moins que sur la liste OpenStreetMap. Mais ensuite, deux types d'outils qui sont
encore un petit peu plus techniques, ce qu'on appelle les bug trackers, qui vont être les outils de suivi de tickets, c'est-à-dire qu'on va vouloir effectuer une modification sur un logiciel, on a une interface qui nous permet de rentrer la modification qu'on veut effectuer, de rentrer les raisons pour lesquelles on veut l'effectuer. Pareil pour les bugs, on trouve un bug, on va pouvoir rentrer le bug, le décrire, proposer une correction éventuellement, et ça permet de faire un suivi de toutes les tâches et de toutes les modifications qui sont faites par les utilisateurs et par les développeurs. À ce bug tracker-là est associé un outil de gestion de code qui va permettre, lui, de vérifier toutes les modifications qui sont enregistrées. Donc, voilà ici quelques outils. Donc ça, c'est le wiki, par exemple, OSGeo, qui va regrouper des informations générales sur tous les projets OSGeo. Ici, on va voir la mailing list de QGIS User et QGIS Developer. Donc, c'est juste un enchaînement de mails et de discussions diverses et variées sur un peu tous les sujets. En général, personne ne lit l'ensemble, mais ça permet de répondre aux sujets qui nous concernent. Donc, la plupart sont en anglais dans les projets open source. Le bug tracker, ça ressemble à ça pour QGIS, par exemple. On va avoir ici la liste des bugs qui sont enregistrés. Donc là, c'était le 8046, le dernier, où on a une description de polygones manquants quand on importe un shapefile qui a déjà été importé, etc. Où on va avoir derrière une interface qui permet de suivre ces évolutions-là. L'outil de gestion de code, aujourd'hui, la très très grande majorité des projets est passée sous un logiciel qui s'appelle Git. Git, c'est à peu près l'équivalent de Enfoiré ou un truc comme ça en anglais. C'est Linus Torvalds qui l'a créé en disant je nomme toujours mes projets à l'instar de moi-même. Donc le premier était Linus, le deuxième est Git. Voilà, c'est de l'humour de geek. C'est un outil qui est... C'est un outil qui est aujourd'hui en train de faire une révolution dans le domaine du développement. Tous les projets de développement quasiment sont en train de passer à Git. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui est à la fois asynchrone, qui est distribué et qui permet de créer ces workflows de développement, les processus de développement qui sont plus ou moins complexes et qui peuvent être fortement adaptés à une typologie de projet, une typologie organisationnelle. C'est principalement les deux premiers aspects qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'on va retrouver le côté asynchrone qui correspond au projet open source. On a des gens qui sont répartis dans le monde entier. On a besoin de cette asynchronicité, encore une fois, décidément. Git permet de faire les modifications de façon asynchrone. Je peux dire, voilà, je fais cette modification-là, quelqu'un d'autre va faire une modification concurrente 6 heures après, et moi, la nuit d'après, je vais pouvoir vérifier qu'il y a bien une cohérence entre ce qu'il a fait et ce que j'ai fait, etc. Distribué également, c'est-à-dire qu'on n'a pas une source officielle, enfin une source unique en tout cas pour le code. On va pouvoir les mélanger des sources qui sont différentes et on peut également travailler de façon déconnectée d'Internet, ce qui permet des flux de travail intéressants. On peut travailler dans le train globalement. L'idée principale, c'est de pouvoir suivre chaque modification qui est faite au code source ou à la documentation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va modifier un caractère dans le code source ou dans la documentation, on a une entrée qui va donner la modification qui a été faite, également par qui elle a été faite, à quel moment, mettre un commentaire dessus et puis pouvoir vérifier si elle correspond bien à quelque chose qui est souhaitable ou pas. Également en lien avec le bug tracker, on peut dire voilà, cette modification-là, ça correspond à telle modification du bug. J'avance. Également, dans l'organisation des projets open source, bizarrement, il y a des fois, on se voit en vrai. Donc, c'est rarement le cas, mais dans les projets, et notamment dans les projets OSGeo, sont organisés régulièrement ce qu'on appelle des code sprints. Donc, c'est une phase de rencontre des développeurs en vrai, où après des années de travail collaboratif, on va enfin mettre un visage sur le login du bug tracker. Et en gros, c'est 4 jours, 5 jours, une semaine, où les développeurs se rencontrent. Il y a beaucoup de discussions, c'est principalement de la discussion, de la réflexion sur les évolutions des outils, etc. Et puis du développement en commun sur des preuves de concept, sur de la correction de bugs en simultané, etc. etc. Pour QGIS, par exemple, ça c'est une photo du code sprint QGIS, il y en a 2 par an, systématiquement d'une semaine, donc un au printemps et puis un à l'automne, qui permettent en général d'avancer sur le logiciel avant la sortie d'une nouvelle version. Donc ça c'est les code sprints. Il y a également des conférences de développeurs.
Le FOSDEM, par exemple, à Bruxelles, est une des énormes conférences de développeurs avec des milliers de développeurs qui vont se rencontrer pour échanger des informations sur leur logiciel, mais également aller voir ce qui se passe sur les logiciels open source qui sont autres. Et ça va permettre de stimuler l'innovation, la rencontre, et puis d'aller boire des bières surtout en général. Ça se fait un peu partout dans le monde. Il y en a eu à Boston, à Bolsena, là c'est pour les Code Sprint QGIS. Il y en a eu un à Saint-Mandé, à Lyon, etc., etc. Donc je vais vous faire un exemple rapide dans les 6 minutes qui me restent de comment on fait pour contribuer, comment on fait pour collaborer particulièrement à un logiciel open source, et en l'occurrence QGIS. Donc le but, ça va être de fixer un bug dans QGIS. Il y en a, il paraît. Donc je vais... On me dit non. C'est que tu as corrigé les derniers qui restaient, c'est ça, Françoise ? D'accord. Donc, je vais vous montrer un peu le principe. Ça se passe globalement en 4 étapes. Correction, récupérer le projet, corriger le bug, et puis renvoyer la correction aux autres personnes, et puis profiter de ça. Donc la première étape, c'est gérer les demandes. Donc je vais aller chercher dans le bug tracker le bug qui correspond à celui que je veux corriger. Par exemple, ici j'ai un crash quand je redimensionne la fenêtre. Je vais aller voir le détail du bug, il y a des explications pour le reproduire, je vais pouvoir vérifier qu'effectivement chez moi il y a bien un bug, et je vais me mettre à la tâche pour le corriger. Donc la deuxième étape, c'est que je vais pouvoir récupérer le code source. Donc le code source, il est accessible sur une plateforme qui s'appelle GitHub, qui va lister un certain nombre de projets avec les sources, qui est ouverte à tous. Donc n'importe qui peut récupérer QuantumJIS en l'occurrence, et son code source. Donc on voit le détail de tous les fichiers qui contiennent. On peut voir également tout l'historique du système de gestion de version de code. Donc j'ai toutes les modifications qui ont été faites. Je peux remonter dans l'historique jusqu'à la version 0.1 de QGIS si je veux. Je vais commencer par forker QGIS, donc je vais cliquer sur un bouton pour dire je veux QGIS chez moi, et puis je vais récupérer le code source de QGIS officiel parce que j'ai pas le droit d'écrire moi en tant qu'anonyme dans le projet officiel de QGIS, dans le dépôt officiel de QGIS. Donc je le récupère chez moi. Maintenant j'ai QGIS chez moi là, il est sur mon GitHub, mais c'est une copie sur mon GitHub. Je vais le récupérer sur ma machine, donc je vais utiliser Git pour dire récupère-moi le code source, et en local maintenant j'ai tous les fichiers qui correspondent au code source. Maintenant il faut coder, donc je vais premièrement, avant de commencer à coder, je vais communiquer avec la mailing list pour dire je suis en train de travailler sur ce bug là, ça risque d'être un peu compliqué, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé sur le sujet, ou est-ce que je peux y aller tranquillement, ou quelqu'un a des idées, etc. Ça va donner des threads, soit quelqu'un répond et puis on avance dessus, soit personne répond et puis j'ai plus qu'à travailler tout seul. Donc il y a de la communication avant de coder, et puis il y a également de la communication après. Après, c'est du code, ça c'est les barbus. Donc on va aller modifier des variables C++ là. Et une fois que j'ai terminé, que j'ai testé et que ça marche, je vais pouvoir remonter la modification. Donc je vais vouloir intégrer mes modifications dans le projet QGIS. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, j'ai juste modifié ma version à moi. Alors ça, c'est pareil, c'est le barbu qui dit je veux prendre ma version que j'ai, j'enregistre cette modification là en disant j'ai 2 modifications, je vais fixer le bug 7451, donc je l'ai réglé, c'est des commentaires sur ce que j'ai effectué, je vais dire également que j'ai mis le support SCW dans la doc, et puis je vais lui dire tu envoies les modifications, tu pousses les modifications vers la version officielle. Ce qui fait que je récupère ce qu'on appelle les commits, mes modifications ici, et puis je vais pouvoir dire je veux intégrer ces modifications-là dans le code officiel. Comme moi, je n'ai pas les accès au code officiel, il y a un certain nombre de personnes qui sont en général le comité de direction technique qui ont ces accès-là. Je vais envoyer ce qu'on appelle une pull request. Je vais leur demander à ces gens-là d'intégrer mes modifications dans le code source. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont relire les modifications, ils vont dire c'est bien, ou ils vont dire là c'est bien, mais tu as fait une faute d'orthographe à tel truc. Il faut modifier, et puis une fois que c'est correct, ils enregistrent, et puis ça passe dans le projet QGIS, et vous êtes content, vous avez fait votre premier commit. Et je suis dans les temps. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que dans le domaine de l'open source, il y a une forme de transparence sur les processus de développement, etc., ce qui fait que tu peux faire cette présentation. Est-ce que vous avez déjà rencontré des développeurs chez des éditeurs de type Esri ou autres, et est-ce que c'est très différent
dans leur manière de fonctionner, parce que finalement, j'imagine qu'il y a plusieurs équipes, qu'il y a quand même plusieurs... le logiciel développé tout seul, ça n'existe plus. Donc, il y a aussi de la synchronitude. Il y a est-ce qu'il y a aussi, est-ce que ça commence à s'enrichir les uns les autres en termes de méthodos, d'outils? Est-ce que Git s'est aussi utilisé chez des propriétaires, des logiciels commerciaux? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un changement qui a déjà commencé et qui est déjà bien entamé et qui continue. C'est-à-dire que les méthodes de développement de l'open source, elles correspondent... elles ont été créées avec l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet, ça n'existe pas que pour l'open source, ça existe également dans le propriétaire. Et dans les méthodes organisationnelles, on constate que de plus en plus, les structures internes des entreprises vont vers des méthodologies et des outils qui sont ceux de l'open source. Et Esri sera les premiers à confirmer, puisqu'ils ont racheté GeoIQ à l'époque pour implanter ces méthodologies-là dans la société Esri et adopter ces méthodes de travail. Donc effectivement, Esri aujourd'hui utilise Git partout, leur code est sur GitHub, alors pas tout, mais une partie de leur code est sur GitHub. Et nous, ça nous arrive également de vendre du service d'accompagnement des entreprises pour faire des changements organisationnels et techniques et d'outillage pour adopter ces méthodes-là. C'est notamment ce qu'on a fait chez Mappy il n'y a pas très longtemps. Donc c'est des choses qui effectivement sont de plus en plus faites et demandées également.